Bonjour et bienvenue au studio Air Cosmos dans lequel nous avons l'honneur et la chance aujourd'hui de recevoir le général André Lanata. Bonjour monsieur. Mon général, bonjour. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, qui ne s'appelait pas encore de l'air et de l'espace à l'époque. D'abord, première question pour tous les pilotes qui viennent ici. Vous étiez pilote sur quel type d'appareil? Alors j'ai commencé ma carrière sur Mirage 3, Mirage 3R. Il ne doit plus en avoir beaucoup qui peuvent prétendre avoir fait de cet avion. Et ensuite j'ai piloté sur Mirage F1CR et Mirage 2000, principalement Mirage 2000D. J'ai commandé un escadron de Mirage 2000D à Nancy. Vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air à partir de l'année 2015. C'était une période de grands basculements, de grandes évolutions. Très concrètement, quels étaient les besoins qui étaient exprimés à cette époque et comment ils se sont traduits? Je crois que ce qui caractérisait cette époque, c'est, je pense, le début du point de bascule que nous vivons encore aujourd'hui, où finalement nous avions à faire face à un effet ciseau entre la poursuite de plans de déflation qui étaient extrêmement importants. L'armée de l'air continuait à cette époque à déflater 2000 personnels par an, c'est une saignée considérable, dont on voit aujourd'hui les conséquences, mais ça se traduisait également par des difficultés qu'on commençait à rencontrer sur les stocks de munitions, sur le MCO. Et nous avions à ce moment-là à faire face à un renversement du contexte sécuritaire, comme on a pu le voir en 2014 avec le début de l'affaire ukrainienne, ou en 2015 avec les attentats qui ont conduit à nos engagements aussi bien au Proche-Orient qu'au Sahel. Et à cette époque-là, on a multiplié par deux nos engagements. J'avais l'habitude de dire qu'on n'avait jamais tiré autant de munitions pendant cette période que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a fallu prendre des mesures assez drastiques pour faire face à une situation nouvelle, mais aussi faire comprendre qu'il était temps de renverser la bascule, de renverser l'effort de défense, ce qui s'est traduit dans la LPM de 2017. C'est-à-dire arrêter de perdre de la masse, retrouver une capacité de déploiement, le MCO qui devait s'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quand même un petit peu un triple défi, parce qu'il fallait à la fois réparer, à la fois conduire les opérations, qui étaient de plus en plus exigeants, de plus en plus durs, et à la fois préparer inlassablement l'avenir. C'est quand même dans cette période qu'on a mis en service le MRTT, la 400M, dont on voit aujourd'hui les effets, puisqu'ils sont utilisés dans le pont aérien sur la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'il n'y a que l'armée de l'air qui est capable, en 48 heures, d'apporter des effets militaires déterminants à 17 000 km de la métropole. Très concrètement. Vous avez été ensuite en tant que commandant suprême transformation pour l'OTAN. Ça s'inscrit également dans cette évolution, quand on voit les programmes internationaux par exemple? Alors oui, même si le commandement est un petit peu différent, puisqu'il est beaucoup plus politique, dans un contexte multinational, mais les fondamentaux des besoins militaires ne changeaient pas fondamentalement. J'aurais pu parler aussi à la tête de l'armée de l'air du lancement du SCAF, hein, et d'une conviction, si vous voulez, celle du combat collaboratif connecté, multidomaine, multichamp. On a cherché à traduire dans l'expression de besoin SCAF, mais également dans le remplacement de la WACS à l'OTAN avec le programme AFSC. C'est cette conviction qu'il faut commencer par penser le système et articuler la connectivité et la collaboration entre les différentes plateformes aériennes pour produire les effets suffisants, ce qui nécessite donc d'avoir une bonne idée de l'articulation au sein du système de combat qui est essentiellement digital, et donc la transformation digitale qui va avec, et il fallait convaincre les nations d'aller dans cette transformation et dans cette agilité digitale qui, à mon avis, manque encore aujourd'hui dans les différents systèmes de défense. Alors, parmi les éléments aujourd'hui qui vous amènent aujourd'hui, c'est le fait aussi que vous soyez convaincu par le retour en force et le retour en grâce des avions turbopropulsés, des avions à hélice de petite taille en particulier. Qu'est-ce qui vous a attiré à avoir un œil particulier sur cette dimension? Bon, alors d'abord parce qu'on est venu me chercher. Deuxièmement, peut-être que ça parlait d'avion, oui. et que ça m'intéresse, mais la société Grob Aircraft France, qui, comme vous le savez, est à l'origine d'un projet, d'une initiative industrielle originale, qui constitue, à mon avis, une chance pour la France et une opportunité, je reviendrai dessus, avait un projet qui était cohérent et qui proposait dans un domaine qui constitue objectivement, me semble-t-il, un angle mort de notre catalogue capacitaire en France, que ce soit sur la formation des pilotes militaires ou sur d'autres solutions capacitaires dont je vais parler. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai été attiré par l'idée de les accompagner. C'est aussi un défi
que de se lancer dans une aventure industrielle, même si je ne suis pas aux commandes de tout, bien entendu. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai trouvé séduisant ce projet. Mais très concrètement, est-ce que c'est parce que justement ces petits appareils turbopropulsés, on voit qu'il y a un retour en grâce partout dans le monde, que ce soit en contre-insurrection, par exemple dans la forêt amazonienne pour les Brésiliens, que ce soit au Mali, que ce soit en Afghanistan, on voit qu'il y a une pertinence également pour les avions d'entraînement, des avions d'entraînement avancés. Est-ce que ce retour en grâce, il est lié à finalement un défaut que les avions de chasse sont trop chers, plus exploitables dans les conditions rustiques dont on a besoin, ou alors c'est vraiment que ça correspond à un besoin? Je crois que ça répond à deux besoins. Le premier, un certain pragmatisme face à des situations opérationnelles qui ont évolué. Il faut des solutions adaptées. Regardez, et là je reprends ma casquette d'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, je reprends ce programme ISR léger que nous avons lancé parce que nous avions besoin davantage de capteurs pour couvrir une zone très large comme le Sahel. L'ISR, on va rappeler que c'est l'observation, le renseignement. Exactement, qui a donné lieu au programme Vador par la suite, qui est entré en service depuis. Donc il s'agit bien d'avions légers destinés à venir compléter une architecture capacitaire qui existait déjà et qui répondait aux besoins aussi de réduire les coûts d'exploitation de certaines flottes, des avions turbopropulsés, dans le cadre de Grob Aircraft France, sont des avions en carbone dont la maintenance est allégée, qui sont plus faciles à fabriquer et qui donc présentent un avantage de ce point de vue-là. Et donc je pense qu'il y a la conjonction de deux choses, un pragmatisme et un besoin opérationnel, et aussi des coûts d'exploitation qui sont quand même moins élevés pour répondre. Ils ne répondent objectivement pas à l'ensemble des missions des forces armées, ils ne feront probablement pas de la haute intensité, mais ils peuvent venir apporter un apport capacitaire dans certaines zones qui sont importantes. Puis vous avez cité le cas de la formation des pilotes militaires, bien entendu. Une des préoccupations était aussi de réduire les coûts à l'heure de vol de la formation des pilotes militaires. Et donc ça veut dire qu'on est plutôt sur un engagement dans ce qu'on appelle le bas du spectre, on n'est pas sur de la défense aérienne de haute intensité? Alors oui et non, dans la mesure où, alors effectivement, on l'imagine difficilement, ce type de plateforme qui dispose de moins de protection, qui n'ont pas les mêmes vitesses non plus que des chasseurs dans des environnements de densité de menaces très importants. Pour autant, aujourd'hui, des munitions qu'ils emportent peuvent être larguées à distance et faire la différence, comme aujourd'hui on étudie sur le Cobra, qui est l'avion que Grob Aircraft France propose, des munitions guidées qui pourront être larguées à distance de sécurité. Ça peut être intéressant sur certains théâtres d'opération, même assez dense, parce que finalement ce qui fait aussi la différence, c'est la saturation des défenses ennemies. Et de ce point de vue-là, il va falloir multiplier le nombre de plateformes capables de délivrer. Et donc il faut la masse. Et donc il faut de la quantité. Si on peut revenir maintenant sur l'offre de Grob Aircraft France, très concrètement, c'est quel type d'appareil qui va servir à quoi? Alors, d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est une initiative industrielle française. Parce que dans le domaine aéronautique, beaucoup connaissent déjà les avions Grob, qui sont reconnus comme d'origine allemande. L'initiative Grob Aircraft France consiste à ériger, et tous les mots ont leur importance, une entité industrielle française qui produira sous pavillon français des appareils issus de la technologie Grob. Et donc ça c'est important. Alors de ce point de vue-là, elle présente, me semble-t-il, un certain nombre d'opportunités. Premièrement, une opportunité industrielle, c'est quand même pas tous les jours qu'un industriel de l'aéronautique, un nouveau constructeur d'avions français s'installe en France. Deuxièmement, une opportunité capacitaire, propose de nouvelles solutions qui, encore une fois, viennent compléter l'arsenal et le catalogue capacitaire français. J'y reviendrai, c'est intéressant non seulement pour les forces françaises, puisque nous répondons à l'appel d'offres Mentor 2, mais aussi pour l'export, de nombreux pays étant intéressés par ces solutions. C'est intéressant sur le plan international, parce que comme nous proposons une offre dans le domaine de la formation des pilotes, c'est un vecteur évidemment d'influence à l'international, au-delà de l'export. C'est intéressant enfin sur le plan financier, puisque nos solutions, ce sont des avions carbone
qui sont donc plus faciles à construire. Il y a 10 fois moins de pièces sur un avion carbone que sur un avion métal, plus faciles à construire et à maintenir. Maintenance allégée, hein, moins de corrosion, moins de visites, contrôle non destructif. Pour toutes ces raisons-là, nous pensons que cette initiative présente un intérêt et constitue une chance pour la France, puisque finalement, la France hérite de cette technologie pour pouvoir ensuite l'exploiter pour ses propres besoins d'une part. Je reviendrai sur Mentor 2, qui était une étape importante de notre développement, l'appel d'offres qui a été lancé par le ministère des Armées, de modernisation de la formation initiale des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale, mais aussi pour des pays export. Et on va quand même préciser que les avions qui ont été utilisés actuellement ou par le passé, c'était brésilien, c'était suisse et c'était importé, ce n'étaient pas des avions qui étaient conçus et produits sur le territoire national. Et l'armée de l'air exploite déjà aujourd'hui des avions Grob d'ancienne génération produits par l'Allemagne. Bien sûr. Donc là, on serait sur une nationalisation. Il ne faut pas imaginer un Allemand on achète à l'étranger. Là, c'est une nationalisation par rapport à l'actuel. Je ne sais pas si le terme de nationalisation est bien adapté, mais en tout cas, une production française. Le fait nouveau, c'est qu'il existerait désormais un constructeur français susceptible de produire ces solutions. Et ça, je pense que ça constitue un game changer. Alors, on est sur un appareil qui est dédié à l'entraînement avancé des pilotes. Ça veut dire qu'il est capable de couvrir quelle gamme de missions en formation? Je reviens sur le terme d'entraînement avancé parce que, comme vous le savez, la formation des pilotes est segmentée entre ce que nous considérons être la formation initiale, où sont indifféremment formés les pilotes de transport, de chasse, et puis c'est aussi le moment où on fait une présélection entre ceux qui seront orientés dans une direction ou l'autre, et la formation avancée, soit chasse, soit transport, soit hélicoptère. Donc, alors, c'est une modernisation, parce que ça va se faire sur des avions modernes, glass cockpit, turbopropulseurs, moyens de simulation, virtuels au sol, dispositifs de pronostic qui permettent de gagner des heures de vol partout, encore une fois. Et on voit cette motivation consistant à économiser. Nous proposons un nouvel avion. C'est là que se situe aussi la nouveauté. Un avion multirôle qui sera proposé en France dans sa version formation des pilotes militaires. Un appareil biplace, côte à côte, turbopropulseur, glass cockpit, full composite. Et nous pensons que nous avons une offre qui est adaptée aux besoins tels qu'il a été émis, puisque nous répondons aux caractéristiques militaires qui sont demandées. Nous sommes le seul compétiteur français en compétition, ce qui constitue, me semble-t-il, aussi un point à souligner. Et puis, nous pensons aussi que nous avons une offre qui est particulièrement compétitive, pour les raisons que j'ai indiquées, tout simplement parce que nous maîtrisons de bout en bout non seulement la construction des avions, mais aussi les services qui sont associés. J'en ai pas parlé, mais ce qui est important dans l'offre de Grob Aircraft France, ce sont peut-être les services. Historiquement, Grob est capable et a déjà déployé à l'étranger des Air Academy clés en main, depuis l'infrastructure jusqu'aux heures de vol, en passant par les instructeurs, les moyens de simulation. Tous ces services sont associés à notre offre, ce qui constitue une plus-value. Et puis, ça ouvre de nouvelles perspectives pour les raisons que j'ai indiquées. C'est un avion multirôle. Encore une fois, on le propose en France dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres Mentor 2 dans sa version formation. Mais c'est également un avion qui dispose d'une capacité ISR, capacité donc de surveillance, reconnaissance, puisqu'il y aura un ascenseur pour une boule optronique intégrée et un radar, et qui, à terme, a vocation à être armé. Donc un avion multirôle qui pourra faire les 3 missions, armé avec pot de canon, liaison de données tactiques, munitions guidées, roquettes guidées laser, et voire munitions rôdeuses. On est en train de travailler, on est en train de réfléchir à tout ça. Et donc, pour revenir à la question sur l'intérêt de ce type de solution, c'est évidemment le coût d'exploitation, l'adaptation à certaines conditions opérationnelles, les solutions capacitaires que ça ouvre au-delà de Mentor 2, par exemple pour intercepter une cible lente bas coût, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, une cible qui vole à 100 nœuds, on l'intercepte comment? Avec un gros missile qui coûte cher, principalement. Ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que dès lors que l'armée de l'air disposerait
d'avions d'entraînement qui pourraient être armés. On voit bien le complément que pourrait apporter l'armement de ces avions pour des missions de ce type. C'est simplement les perspectives capacitaires que ça ouvre qui me semble intéressant de souligner. C'est justement ça. Ça veut dire qu'au-delà de la réponse directe à la formation des pilotes, qui est l'exigence aujourd'hui, vous voyez déjà le coup d'après dans lequel ces avions il y a beaucoup de perspectives. Comment entraînons-nous les pilotes de drones? On voit bien qu'aujourd'hui, on a tout un écosystème dans le domaine des RH, des drones qui se développent. Offrir des heures de vol in situ à ces futurs pilotes de drones, c'est intéressant. Là, on sera en mesure, puisqu'on est capable d'emmener une boule optronique sur ce type d'avion, de les entraîner. Je pense qu'aussi l'armée de terre peut s'interroger sur l'intérêt de solutions voilure fixe. Il peut être aussi intéressant de s'entraîner au tir aérien à des coûts plus bas que sur d'autres plateformes, avant de basculer évidemment sur des avions plus exigeants. Donc on voit bien qu'il y a au-delà de l'appel d'offres Mentor 2, des perspectives qui pourraient être intéressantes et qu'on a commencé à discuter avec l'administration française. Mais dans tous les cas, on voit aussi qu'il y a un potentiel à l'export, puisqu'encore une fois, il y a beaucoup de marques. Et alors, c'est évidemment la dimension extrêmement importante. C'est aussi pour ça que Mentor 2 est important pour Grob Aircraft France, puisqu'évidemment, remporter cet appel d'offres constitue une référence pour nous pour l'export, même si les avions Grob sont déjà exploités dans le monde, puisque aujourd'hui il doit y avoir 600 appareils Grob qui volent dans le monde, dans 24 pays différents. Les avions Grob ont été retenus par des armées de l'air de premier rang pour la formation initiale de leurs pilotes, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne bien sûr, mais l'US Army forme ses pilotes sur des avions Grob. Le Canada vient de retenir le 120 TP pour former ses pilotes. Mais au moment où finalement on s'interroge sur un faire autrement, on voit bien que certains pays sont intéressés par ce type de solution. Et ce qui pourrait être intéressant pour la France en exploitant ce type d'appareil, c'est de pouvoir nouer une nouvelle relation avec des pays avec lesquels nous avons perdu le lien, parce que nous exploiterions en commun ces mêmes appareils. Mais très concrètement, on voit le potentiel, on voit l'envie, l'intérêt, mais c'est un avion de papier pour l'instant, il vole, on en est à quel niveau du développement? Je vous remercie de votre question. C'est un avion qui vole depuis 2 ans, sur lequel nous sommes restés relativement discrets jusqu'à maintenant, pour différentes raisons. D'abord parce que nous travaillons à son développement. Il sera certifié d'ici 2025. Nous travaillons à sa certification, sa première version, comme je l'ai indiqué. Et il sera présenté officiellement dans les semaines qui viennent. Nous sommes en train de trouver le bon calendrier entre les JO, les élections, les appels d'offres qui nous immuniseraient de toute contrainte, into brackets, de ce point de vue-là. Et donc, nous allons le présenter, mais rassurez-vous, il vole. Et je pourrais même vous envoyer des photos. Ah bah avec plaisir, on les intégrera dans le montage de la vidéo. Merci beaucoup. Général, un grand merci. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Aircosmos.